Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur le trading, mais avec un angle un peu différent. On constate souvent que beaucoup abordent les marchés un peu comme des joueurs, qui espèrent le gros coup. Oui, alors que les sources qu'on a étudiées, elles insistent sur une autre approche, voir ça comme un chef d'entreprise qui construit quelque chose. Exactement, il y a cette image qui revient. L'amateur, lui, cherche le frisson du prochain trade, le gain rapide. Tandis que le pro, lui, il bâtit, méthodiquement. Il met en place une structure. Voilà. Alors, notre exploration aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, structurer son trading comme une entreprise? On va s'appuyer sur des extraits d'un texte, le trading comme entreprise structurée, pour voir comment passer de, disons, l'improvisation à une vraie méthode. C'est tout à fait ça. Et l'objectif, il est important, c'est comment transformer une activité qui peut être un peu aléatoire, parfois même coûteuse, en une démarche vraiment pro, réfléchie, gérée avec rigueur, quoi. Hmm, Les textes nous donnent un cadre pour ça. C'est moins chercher la dernière stratégie miracle que de, en fait, repenser toute son approche. d'accord. Passer du hobby, même si c'est une passion, à un vrai business qui fonctionne. C'est un vrai changement de perspective. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les sources posent d'emblée une distinction très nette. Le trading vu comme un hobby et le trading vu comme un business. Oui, c'est la première grosse différence. Le texte insiste là-dessus. D'un côté, tu as l'approche hobbyiste. Souvent, elle est centrée sur l'action immédiate. Trouver le point d'entrée parfait, chercher l'indicateur magique. Le Saint Graal, quoi. C'est ça, hein? Courir après le trade gagnant qui va rattraper les pertes. C'est excitant, c'est sûr, mais c'est souvent très désordonné, très court terme. Et cette excitation, justement, elle peut être un piège. L'adrénaline du gain potentiel, ça cache souvent le manque de structure derrière. Mhm. Le texte le décrit bien. On se focalise sur ce qui se voit, les indicateurs, les signaux, mais on oublie l'infrastructure invisible, celle qui soutient la performance sur le long terme. La gestion du risque, le plan, le suivi. C'est une bonne image, ça. Admirer la carrosserie sans regarder le moteur. Exactement. C'est un peu ça. Et à l'opposé, donc, le texte nous dépeint le professionnel. Lui, sa priorité, c'est pas le prochain coup. C'est la solidité de l'ensemble. La pérennité. Il pense structure, il pense capital, processus d'exécution. Il cherche la répétibilité, la fiabilité, bien avant l'exploit unique. Tout à fait. Et la conclusion des extraits est claire, la rentabilité et surtout la stabilité à long terme, ça ne vient qu'avec une gestion rigoureuse, pensée comme une entreprise. L'approche hobby, elle mène souvent à l'épuisement, du capital ou du trader lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'entreprise appliquée au trading, c'est pas juste une jolie métaphore. La source la rend très concrète. Elle liste les attributs d'un business et montre comment il s'applique directement. Ah oui. Lesquels, par exemple? Selon le texte, une entreprise et donc un trading géré en pro, ça repose sur quoi? Des règles claires, un système de fonctionnement défini, une comptabilité des coûts, les vrais coûts, des objectifs qu'on peut mesurer, une gestion du risque, ça c'est pas négociable, et une vision pour la croissance. D'accord. Alors, détaillons un peu. Pourquoi ces éléments sont si importants pour le trading, ok? Prenons les règles et le système. Ça peut paraître un peu rigide, non? Le trading, ça demande quand même de s'adapter. C'est une très bonne remarque. Mais cette rigidité en apparence, c'est en fait ce qui donne de la liberté et de la discipline. Avoir des règles claires, par exemple, je risque jamais plus de 1% par trade ou je ne trade pas pendant les grosses annonces si c'est pas ma strat. Et avoir un système qu'on a testé. Hmm, Ça élimine les décisions impulsives, celles qu'on prend sous le coup de l'émotion, la peur, l'avidité. Ce cadre, justement, il permet de naviguer dans l'incertitude du marché avec une sorte de boussole fiable plutôt qu'à l'instinct. Donc c'est pas être un robot, mais avoir un plan d'action pour des situations connues. Voilà, un plan éprouvé, frais de transaction, l'abonnement aux plateformes, aux flux de données, le matériel. Mais le texte insiste sur un coût qu'on oublie souvent ou qu'on sous-estime, les pertes. Ah oui. Et une entreprise, elle accepte que certaines dépenses sont nécessaires pour générer du revenu. Le trader entrepreneur, lui, il doit intégrer que les pertes, si elles sont contrôlées, elles font partie du coût normal de fonctionnement du trading. C'est intéressant de le voir comme ça. Si on les voit comme des échecs personnels plutôt que comme des frais d'exploitation prévus, c'est une mentalité d'amateur, selon le texte. Reconnaître et budgéter ses coûts, ça ancre l'activité dans une réalité économique plus saine. C'est un vrai changement de regard, oui. Et donc, les objectifs, la gestion du risque, la croissance, on sent que tout ça forme un tout cohérent, une sorte de machine bien huilée.
C'est exactement l'idée. Les objectifs, ça donne la direction, où va mon entreprise de trading. La gestion du risque, c'est la police d'assurance vie, comment je survis aux tempêtes. Et la stratégie de croissance, ça répond à la question de la pérennité. Comment je fais grandir mon activité une fois qu'elle est stable. D'accord. Sans ces éléments, on a quoi? Au mieux, une série d'opérations un peu décousues. Au pire, un chemin assez rapide vers la sortie. Pour rendre ça encore plus parlant, les extraits opposent vraiment les deux profils. D'un côté, le trader amateur. Le texte utilise des mots assez forts, hein. Il traite quand il ressent qu'il faut entrer. Oui, le feeling. Voilà, on est en plein dans le subjectif. Il change de stratégie comme de chemise. Souvent, après une mauvaise série, il cherche autre chose ailleurs. Toujours la quête de la méthode parfaite, qui n'existe pas. Et point crucial soulevé, il n'a pas de plan de risque défini, ni de budget pour les pertes. Sa priorité, c'est le profit immédiat avant la survie du capital. C'est presque une caricature, mais on visualise bien. C'est une caricature, mais malheureusement, elle reflète une réalité assez fréquente. Ce manque de structure, cette approche émotionnelle, désorganisée, c'est ce que la source identifie comme la cause principale de l'échec massif dans le trading individuel. Il subit plus qu'il ne gère en fait. C'est ça. L'amateur est souvent en réaction face au marché. Et face à lui, donc, le trader professionnel tel qu'il est décrit, lui, il opère avec une méthodologie testée et éprouvée. Fini l'improvisation au petit bonheur la chance. Voilà, la base est solide. Il a un plan de risque précis avec des limites de pertes journalières ou hebdomadaires. Clairement, la préservation du capital passe en premier. Priorité numéro 1. Il tient des statistiques détaillées de ses performances. Ça montre une démarche analytique. On cherche à s'améliorer, mais sur la base de faits, pas d'impression. C'est le côté analyse de données essentielle. Et la phrase qui résume peut-être tout. Il voit le trading comme un processus systématique, pas comme une loterie. Rien que le changement de mot, là, ça montre le changement de mentalité. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que la source ne fait pas que pointer les différences. Elle propose une méthode pour construire cette approche pro. Elle décompose cette entreprise de trading en 6 piliers. C'est là qu'on devient vraiment opérationnel. Super. Alors allons-y, construisons cette entreprise. C'est quoi le premier pilier? J'imagine que ça part de la façon de trader, non? Exactement. Le premier pilier, c'est la stratégie. Mais attention, pas au sens de l'astuce secrète ou du truc infaillible. La source insiste beaucoup sur la notion de processus répétable. D'accord. Un processus répétable. C'est-à-dire? C'est-à-dire un ensemble de règles claires, objectives, pour identifier des opportunités, entrer en position, gérer le trade en cours et puis en sortir. Et ce processus, il doit avoir été testé. Que ce soit sur des données passées ou en simulation, peu importe. Mais il faut connaître ses forces, ses faiblesses, ses stades de performance attendus. L'enjeu, c'est pas d'avoir raison à chaque trade, personne n'a raison tout le temps. C'est d'appliquer avec discipline un système qui a un avantage statistique, un edge comme on dit, sur le long terme. Donc la discipline dans l'exécution de ces stratégies testées, c'est aussi crucial que la qualité de la stratégie elle-même. C'est intéressant ça. On peut avoir une bonne stratégie et quand même échouer si on ne l'applique pas bien. C'est précisément ce que suggère le texte, oui. L'improvisation, l'hésitation, ou au contraire l'excès de confiance qui fait qu'on dévie du plan, tout ça, ça peut détruire l'avantage statistique d'une stratégie, même si elle est bonne à la base. D'accord. La stratégie, c'est le plan de vol. L'exécution disciplinée, c'est ce qui permet de le suivre, même quand il y a des turbulences émotionnelles ou des doutes. Compris. Alors on a le plan de vol, maintenant il faut gérer le carburant, la sécurité de l'avion. J'imagine que c'est le deuxième pilier, le money management. Exactement. La source utilise une phrase choc. Survie avant le profit. Ça peut paraître un peu à contre-courant, non? On trade pour gagner de l'argent à la base. Oui, ça peut sembler contre-intuitif au début, mais c'est absolument vital. La logique derrière, elle est très simple. Si t'as plus de capital, t'as plus de trading. C'est fini. Logique. Le capital, c'est l'outil de travail numéro 1 du trader. Le money management, donc la gestion du capital et du risque, ça vise d'abord et avant tout à protéger cet outil. Et comment on fait ça, concrètement? Par des règles très précises. Définir combien on est prêt à risquer sur chaque opération. Un grand classique, c'est 1% du capital, par exemple. Fixer une limite de perte max par jour ou par semaine, le fameux drawdown maximum autorisé. Si on l'atteint, on arrête de trader pour la journée ou la semaine. Et puis, adapter la taille de ses positions selon la volatilité, le risque du trade. Et c'est souvent là que ça coince, non? Psychologiquement, c'est dur de couper une perte, même si le plan le dit. Ou de résister à l'envie de prendre une position plus grosse après un joli gain. C'est un énorme défi, oui. C'est pour ça que le texte corrélie fortement le money management à la discipline et à la structure.
Avoir des règles écrites, noir sur blanc, avoir un plan précis, ça aide à combattre ces biais émotionnels. Hmm, C'est plus facile de suivre une règle, je coupe si le prix touche X, que de prendre une décision qui fait mal, dans le feu de l'action, sans aucun cadre préétabli. C'est la différence entre suivre une procédure d'urgence et paniquer. je vois. Le pro protège son capital avant tout. Avant de chercher le gros coup, oui. D'abord survivre. D'accord. On a donc la stratégie, le plan, le money management, la sécurité. Comment on sait si ça marche bien? Et surtout, comment on améliore tout ça? C'est là qu'arrive le troisième pilier, je suppose, le journal de trading. Exactement. La source dit données égale amélioration continue. Mais ça sonne un peu rébarbatif, non? Tenir un journal, Ah oui, ça l'est. Faut pas se mentir, tenir un journal de trading rigoureux, c'est sans doute une des tâches les moins fun. Mais parmi les plus importantes selon nos lectures, c'est l'équivalent du suivi qualité et de l'analyse de performance dans une boîte classique. mais ça va au-delà de juste noter entrée-sortie, j'imagine, hein. Oui, bien sûr. Un journal vraiment utile, comme le suggère la source, ça devrait inclure le pourquoi de chaque décision. Est-ce que j'ai bien respecté mes règles de stratégie et celles de money management? Quelles étaient les conditions de marché à ce moment-là? Peut-être même noter son état émotionnel. Et après, on fait quoi de toutes ces notes? Si ça reste dans un carnet, ça sert pas à grand-chose. Non, c'est clair. L'étape cruciale, c'est l'analyse régulière de ce journal. C'est ça qui permet de repérer des schémas qui reviennent. Quel type d'erreur je fais le plus souvent? Dans quel type de marché ma stratégie marche le mieux ou le moins bien? Est-ce que je respecte vraiment mon plan de risque? C'est une boucle de feedback, en fait. Exactement. Une boucle basée sur des données objectives, pas sur des impressions. C'est ça qui permet de s'améliorer vraiment. Sans ça, on risque de refaire les mêmes erreurs en boucle sans même s'en rendre compte. C'est l'outil d'audit interne, indispensable. C'est vrai que sans mesure, c'est difficile de progresser. Ce qui nous mène assez logiquement au quatrième pilier. Les objectifs. Le texte mentionne des KPI financiers mensuels. C'est quoi ça concrètement? Viser à gagner de l'argent, ça suffit pas. Gagner de l'argent, c'est un peu vague, c'est un souhait, mais c'est probablement un objectif opérationnel. Les sources insistent sur l'importance de définir des objectifs qui soient clairs et surtout mesurables, comme dans n'importe quelle entreprise en fait. D'accord. Et ces KPI, ces indicateurs, ça peut être quoi par exemple? Ça peut être très varié. Un objectif de rendement mensuel ou trimestriel. Par exemple, viser plus 2% de mon capital ce mois-ci. Un niveau de drawdown maximal à ne surtout pas dépasser. Disons moins 5% sur le mois. Un ratio de trade gagnant-perdant à maintenir ou à améliorer. Ou encore un profit factor, c'est le ratio gain totaux sur perte totale. Et l'avantage de fixer ces KPI précis, c'est quoi? Forme le trading en une activité qui est orientée vers des résultats qu'on peut évaluer, des résultats tangibles. Ça permet de mesurer si on progresse, si l'activité va dans le bon sens. Et surtout, ça peut aider à se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat de chaque petit trade. Ah oui, 100 ans. Comment ça? Par exemple, si ton objectif principal du mois, c'est de ne pas dépasser 5% de drawdown max, ça renforce ta discipline sur la gestion du risque au quotidien. Ça devient plus important que de faire un gros coup sur un trade. Ces objectifs, ils donnent un cap et ils structurent l'effort sur le moyen terme. Un cap qui demande aussi de bien gérer son temps et son énergie, j'imagine. C'est le cinquième pilier dont parle le texte. La gestion du temps. Il est question d'heures de trading optimales. Pourquoi cette idée? Pourquoi ne pas trader tout le temps? Le marché du Forex, par exemple, il est ouvert presque 24/24. Oui, mais c'est une illusion de croire qu'il faut être scotché aux écrans en permanence pour réussir. Le texte suggère une approche plus professionnelle. Identifier les moments où son marché de prédilection offre les meilleures opportunités par rapport à sa stratégie. Hmm. Ça peut être lié aux heures d'ouverture des grandes bourses ou aux périodes où il y a le plus de volatilité ou de liquidité. Si on trade en dehors ces fenêtres optimales, on peut s'exposer à des mouvements plus erratiques, moins de volume, ou simplement on augmente le risque de faire des erreurs parce qu'on est fatigué. Donc l'idée, c'est d'être efficace plutôt que juste occupé. Travailler moins, mais mieux en quelque sorte. Exactement. C'est une gestion de ressources. Le temps du trader, sa concentration, son énergie mentale, ce sont des ressources limitées. Et précieuse, hein. Oui, il faut les utiliser à bon escient, se concentrer sur les périodes les plus propices, ça maximise les chances de succès et ça minimise l'exposition à des trades de moins bonne qualité ou à des décisions prises par épuisement. Et ça demande aussi de la discipline pour savoir s'arrêter, même si le marché continue de bouger après nos heures. Très clair. Et on arrive au dernier pilier, le sixième, le scaling, ou la croissance de l'activité. Une fois que les bases sont solides, comment on fait pour passer à la vitesse supérieure avec son entreprise de trading?
Alors, les extraits mentionnent principalement deux voies. La première, c'est la croissance organique. Assez classique, hein. On réinvestit une partie des profits pour augmenter petit à petit la taille du capital qu'on gère. Et donc, potentiellement, la taille des positions tout en respectant toujours les règles de money management, bien sûr. D'accord, ça c'est la voie interne. Et la deuxième? La seconde voie, qui est plus récente et assez populaire maintenant, c'est de passer par ce qu'on appelle des prop firms, des sociétés de financement. Des prop firms. Le terme est peut-être pas connu de tout le monde. C'est quoi exactement? Oui, bonne question. Les prop firms ou proprietary trading firms, ce sont des entreprises qui proposent de financer des traders. Des traders qu'elles estiment capables de générer des profits de manière régulière et disciplinée. Comment ça marche concrètement? En général, le trader doit d'abord passer une phase d'évaluation. Souvent, elle est payante. Il doit prouver sa compétence et sa discipline en atteignant certains objectifs de profit, mais surtout en respectant des règles de risque très strictes, notamment sur le drawdown. Et s'il réussit cette évaluation? S'il réussit, la firme lui confie un capital beaucoup plus important pour trader. Ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars parfois. En échange, le trader garde une part importante des bénéfices qu'il génère avec ce capital, souvent entre 70 et 90%. Ah oui, c'est intéressant. C'est une façon d'accélérer la croissance sans avoir à économiser son propre capital pendant des années. C'est exactement ça l'idée. Ça permet de scaler plus vite. Mais j'imagine que cette croissance, que ce soit par ses propres moyens ou via une propre firme, elle doit aussi être gérée. On ne traite pas 100 000 euros comme on traite 10 000 euros, j'imagine. C'est un point crucial, oui, qui est soulevé implicitement par cette nécessité d'avoir une approche structurée. L'augmentation du capital, qu'il soit à soi ou financé, ça peut avoir des effets psychologiques importants. La peur de perdre des sommes plus grosses, la pression qui augmente. Oui, ça doit jouer. Ça demande d'ajuster la taille des positions, bien sûr, mais aussi peut-être de revalider que la gestion du risque est toujours adaptée. Le scaling, ça doit être un processus maîtrisé, pas une course folle qui ferait oublier tous les principes de base de l'entreprise de trading qu'on a mis en place. D'accord. Donc ces 6 piliers, stratégie, money management, journal, objectif, gestion du temps et scaling, ça forme une sorte de feuille de route assez complète pour quelqu'un qui veut vraiment adopter cette approche business du trading. Oui, tout à fait. Et si on prend un peu de recul, le message qui ressort de tout ça, il est assez cohérent et fort, je trouve. Le succès durable en trading, si on suit la perspective de nos sources, c'est pas tellement une question de flair ou de chance, Non. c'est plutôt le fruit d'une sorte d'ingénierie personnelle et professionnelle. C'est le résultat d'une approche méthodique, disciplinée, structurée, qui emprunte en fait les bonnes pratiques du monde de l'entreprise. C'est bien résumé. La stratégie répétable, ça pose les fondations techniques. Le money management, ça assure la survie, la gestion des ressources. Le journal, c'est le contrôle qualité et l'amélioration continue. Les objectifs donnent la vision, mesurent la performance. La gestion du temps optimise l'efficacité. Et le scaling, ça planifie le développement. Quand on met tout ça bout à bout, ça transforme radicalement la façon de faire du trading. Ça incarne vraiment le passage de l'amateurisme, même passionné, au professionnalisme géré. C'est exigeant, c'est sûr, mais c'est présenté comme la voie vers la stabilité et la performance à long terme. C'est une synthèse très claire. Si on devait résumer les points clés qui ressortent de notre discussion sur ces sources d'Isaïe ou l'idée principale, c'est qu'il faut un changement profond de mentalité pour viser sérieusement la réussite en trading. Oui, un vrai déclic. Il faut laisser tomber la posture du joueur qui cherche le coup d'éclat pour prendre celle de l'entrepreneur qui bâtit et gère une activité sur la durée. Et cette transformation, elle repose sur des piliers concrets, qui sont tous liés. Une stratégie claire, appliquée avec discipline. Une gestion du risque centrée sur la survie du capital, survie avant profit. Un suivi méticuleux via un journal pour apprendre et s'ajuster. Des objectifs précis, des KPIs pour guider et évaluer. Une gestion du temps pour être efficace. Et une stratégie de croissance qui soit réfléchie et maîtrisée. Exactement. Et peut-être, pour ouvrir une dernière piste de réflexion, une question qui prolonge un peu l'esprit de ces textes. Si on accepte cette idée de voir son trading comme sa propre petite entreprise, alors, en allant un peu au-delà des aspects purement techniques comme la stratégie elle-même ou les indicateurs, quel serait l'élément, disons, organisationnel ou disciplinaire le plus fondamental de son propre plan d'affaires de trading qui mériterait aujourd'hui le plus d'attention pour être renforcé, amélioré? C'est une bonne question. Est-ce que c'est la rigueur du suivi dans le journal, la clarté des objectifs qu'on se fixe, la discipline dans la gestion du risque au jour le jour,
Identifier ce maillon faible personnel, ça pourrait être une clé importante pour passer à un autre niveau de performance et peut-être aussi de sérénité dans son trading.